C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Voici votre édition d'information sur l'unique radio islamique du Gabon. Pour les titres, nous parlerons de l'avortement qui a fait l'objet d'une avancée significative de son texte d'incrimination par le législateur à travers l'érection du nouveau code pénal. Désormais, l'interruption volontaire de la grossesse est autorisée au Gabon à condition de remplir l'une des exigences posées par le législateur. Nous parlerons aussi du code de la communication très contesté par les professionnels des médias, notamment l'organisation patronale des médias, l'OPAM, la loi numéro 19/2016 du 9 août 2016 portant code de la communication a fait l'objet d'une modification partielle par voie d'ordonnance le 23 février 2018, une modification à minima qui n'a pas tenu compte des revendications des journalistes et de Reporters sans frontières, à l'exception de la dépénalisation stricto sensu des délits de presse. Avec Djibril Ouania, nous parlerons de la conférence de presse du président de la FEGAFOOT au sujet de l'ingérence de certains responsables des organes étatiques. 1500, c'est un milliard de nos francs, et c'est le chiffre de la rédaction. Après vous l'avoir présenté, Adiza Adamou et Ida Ibinga vous présenteront les pages musulmanes et internationales. Bienvenue encore si vous nous recevez depuis Port-Gentil sur la 102 FM et la 95 pour les Libreville. Assalamu alaikum. La loi numéro 42/2018 du 5 juillet 2019 portant code pénal vient à travers un certain nombre de dispositions de légiférer sur l'avortement, un acte répandu dans la société gabonaise mais faisant souvent l'objet d'une pratique clandestine alliant procédés insolites et méthodes rudimentaires. Certaines femmes ont redoublé de génie en inventant diverses recettes dans le but d'interrompre les grossesses qu'elles ont contractées. Conscient de la nécessité d'encadrer cette pratique qui tient à déprécier nos valeurs sociétales, le législateur, par le truchement de deux dispositions, a légalisé l'avortement effectué dans un cadre strict prévu par le code pénal et réprimé sévèrement celle pratiquée de façon illégale. L'article 377 du nouveau code pénal nous enseigne, je cite, qu'est puni d'un emprisonnement de 2 ans au plus et d'une amende de 1 million et plus, et de l'une de ces deux peines, la femme qui s'est procuré l'avortement à elle-même, qui a tenté de se procurer ou qui a consenti à faire usage des moyens et elle a indiqué ou administré à cet effet. Fin de citation. Par la présente disposition, le législateur sanctionne les personnes qui s'adonnent à l'interruption de grossesse clandestine en faisant usage des méthodes artisanales. Le législateur autorise ainsi l'interruption thérapeutique de grossesse lorsque a été prouvé que l'enfant conçu naîtra avec des malformations physiques graves ou incurable, lorsque cette grossesse compromet gravement la vie de la mère et lorsque la conception a eu lieu à la suite de viol, inceste ou lorsque le mineur ou la mineure se trouve dans un état de détresse grave. L'état de détresse grave peut être assimilé ici à l'incapacité ou l'impossibilité pour la mineure de s'occuper de sa grossesse et de l'enfant à naître. Le législateur insiste sur le caractère thérapeutique, c'est-à-dire comme le prévoit l'article 378 dans un délai de 10 semaines par un médecin et dans un établissement hospitalier. Initié par Alain Claude Bidé-Binzé pendant l'intercession parlementaire de janvier à mars 2018, la modification de certaines dispositions du Code de la communication n'a pas touché les articles vivement contestés par les professionnels des médias aidés par Reporters sans frontières. L'ordonnance numéro 12/PR 2018 du 23 février 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 19/2016 du 9 août 2016 portant code
Code de la communication ne porte que sur 7 dispositions. Il s'agit notamment des articles 2, 75, 168, 168 bis, 183, 196 et 199. La dernière modification du Code de la communication ne porte donc que sur les définitions, dans l'article 2, sur la propriété intellectuelle des contenus diffusés, dans son article 75, la demande du retrait d'un contenu par les personnes physiques ou morales et la possibilité de saisir le juge des référés en son article 115. La précision sur les contribuables de la redevance audiovisuelle et cinématographique et les obligations des opérateurs et des distributeurs en articles 168 et 168 bis, des sanctions administratives en l'article 183, la diffusion ou la commercialisation sans autorisation de programme en son article 196 et la dépénalisation des délits de presse contenus dans l'article 199 bis. S'il faut reconnaître que l'article 199 nouveau du Code de la communication dépénalise les délits de presse dans tous les textes en vigueur en la matière, il n'en demeure pas moins que les sanctions administratives consacrées par l'article 183 nouveau sont d'une sévérité qui frise l'entrave à la liberté d'opinion et d'entreprendre, car allant de la suspension des programmes au retrait définitif de l'autorisation d'émettre ou de paraître et de l'agrément technique du secteur de la communication. Le ministre d'État chargé de l'Intérieur, de la Justice, Edgar Anissé Boumboumyakou, a annoncé lundi dernier dans un communiqué que ses services procéderont sous peu au déguerpissement des débits de boissons construits aux abords des établissements scolaires de Libreville et de ceux des villes voisines, notamment Ovendo et Akanda. 1500, c'est le chiffre de la rédaction. Il s'agit d'un chiffre en milliards de nos francs. Le récent rapport de la Cour des comptes révèle une grosse malversation financière orchestrée par les administrateurs de crédit affectés dans tous les ministères. Il défraie plus de 41 milliards de francs CFA chaque année en 36 ans, soit une bagatelle somme de 1500 milliards de francs CFA, selon le rapport émis officiellement le 25 octobre dernier au Premier ministre Julien Kouré-Békalé par le président de la Cour des comptes, Gilbert Ngoulakia. L'argent disparu provenait des amendes et des mises en débit infligées aux opérateurs économiques. Le tripatouillage allant de 1979 jusqu'en 2012 concerne également la gestion des comptes de certains administrateurs de crédit dans les différents départements ministériels. Du sport à présent, on va parler du président de la Fédération gabonaise de football qui s'est exprimé lundi, au cours de la conférence de presse prévue pour les listes des 23 joueurs. L'ingérence de certains responsables des organismes étatiques a été le principal débat. On écoute au micro de Djibril Wanya. L'univers autour de la gestion de l'équipe nationale de football du Gabon a été dévoilé par le président de la Fédération gabonaise de football qui, au cours d'une conférence de presse, a tenu à magnifier sa volonté de voir les acteurs majeurs du sport roi évoluer chacun dans ses prérogatives. Illustration faite, l'épisode du sélectionneur national soumis à plusieurs péripéties lors de son arrivée à Libreville. Pierre-Alain Mungengi met en garde. Ceux qui ont commandité cette mission parallèle pour aller accueillir l'entraîneur, d'autant de réunir les éléments, je ne peux pas accuser l'office. Mais je peux penser que c'est l'office. Comment se fait-il que ces inconnus qui sont allés accueillir l'entraîneur se retrouvent finalement avec la clé de la voiture de l'entraîneur? Qui a fourni à ces inconnus la clé de la voiture de l'entraîneur? Le directeur général de l'office est le nouveau patron du coach. C'est possible qu'il soit le nouveau patron du coach. Pourquoi? Parce que c'est lui qui paye les salaires du coach. Est-ce que c'est parce qu'il paye les salaires du coach? Si c'est parce qu'il paye les salaires du coach qui doit être le patron du coach, j'accepte. Ça veut dire que tous les fonctionnaires gabonais qui sont payés par le trésor public, leur patron s'appelle le TPG.
N'est-ce pas? La sérénité retrouvée dans la tanière, fruit de la volonté affirmée des joueurs, ne saurait s'arrêter avec les pratiques peu orthodoxes de certains compatriotes qui semblent confondre les rôles. La gestion de l'équipe nationale est exclusivement l'apanage de la FEGAFOOT, a martelé son président. Personne ne vendait cher la peau du Gabon à ces éliminatoires. Nous avons abordé ces éliminatoires avec un état d'esprit. L'équipe nationale était bel et bien gérée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération exclusivement. 2 journées avant la fin de ces éliminatoires, le Gabon a été qualifié. D'autres compatriotes ont pensé que c'était pour eux une occasion aussi de montrer au chef de l'État qu'ils ne sont pas loin de cette équipe nationale. Nous nous sommes retrouvés avec 3 fédérations. La FEGAFOOT, fédération naturelle statutaire, dirigée par Mungengi, Konom Gesseni, dirigée par François Sikout, et une fédération invisible, plus dangereuse, dirigée par Liban Suleiman. La campagne africaine des Panthères du Gabon ne portera de fruits que si chaque acteur joue pleinement son rôle. Au ministère en charge des sports de veiller à ce que chacun soit à sa place. Merci Djibril Wanya pour ce reportage. Je vous invite à présent à suivre la page musulmane présentée par Adiza Adamou. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. 2 titres au sommaire de la page musulmane du jour. Aux États-Unis, musulmans et chrétiens se donnent la main à l'occasion de la journée de la dignité. En Arabie Saoudite, le géant pétrolier Aramco est en route pour la plus grosse entrée en bourse de l'histoire. On démarre l'actualité musulmane aux États-Unis où musulmans et chrétiens ont volé au chevet des sans-abri lors de la journée de la dignité. Venir en aide à son prochain en souffrance qui plie sous le poids du lourd fardeau de la misère, de l'extrême précarité, de la solitude et de la perte de l'estime en soi est un devoir qu'ont en commun les musulmans et les chrétiens. Ce fut récemment le cas à Seattle dans une certaine Amérique qui répond à un seul appel irrépressible, celui du Très-Haut, et reste sourde aux misères électrisantes de la base politique à l'occasion de la 14e édition de la bien nommée Journée de la Dignité. Une figure de la communauté musulmane locale s'apprêtait comme chaque année à se rendre au chevet des plus nécessiteux, s'est entouré de ses coreligionnaires qui s'est rapproché de la communauté chrétienne en vue de nouer un partenariat religieux. C'est ainsi Maël, pour la première fois à Seattle, musulmans et chrétiens ont eu à cœur d'accomplir ensemble leur devoir de solidarité auprès des plus démunis. Et on clôt l'actualité musulmane du jour en Arabie Saoudite avec le géant pétrolier Aramco en route pour la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. En effet, les autorités saoudiennes ont donné leur feu vert hier à l'introduction en bourse d'Aramco. Les premières cotations pourraient avoir lieu début décembre. Le géant pétrolier Maël est considéré comme le trésor du Golfe. Aramco, une entreprise des superlatifs. Ainsi donc se referme la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Nagode et Adiza Adamou pour toutes ces informations. On écoute à présent Ida Ibinga pour ce tour du monde de l'actualité. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël, voici le sommaire de notre actualité internationale. Fermeture des frontières du Nigeria, un émissaire de la CEDEAO au Bénin. Ajoutant qu'au Mali, après les attaques meurtrières, le président malien appelle à l'union sacrée. Ensuite à Shanghai, Emmanuel Macron appelle la Chine à s'ouvrir davantage. Enfin, les États-Unis officialisent leur sortie de l'accord de Paris sur le climat. Le développement des titres, c'est tout de suite. On déroule notre actualité internationale pour parler de fermeture des frontières du Nigeria, un émissaire de la CEDEAO au Bénin. Depuis le 20 août 2019, le Nigeria a décidé de fermer toutes ses frontières, une situation qui pèse sur les commerçants béninois. Le président de la force de la CEDEAO pour la libre circulation, le général Salou Djibo, s'est rendu à la frontière entre les deux pays. Le Nigeria, pays membre de la CEDEAO qui promeut la libre circulation des personnes et des biens, a décidé de fermer toutes ses frontières officiellement pour lutter contre l'entrée sur son territoire des produits interdits. Une décision qui devait être prolongée jusqu'au 31 janvier 2020 sur décision du chef d'État nigérien. Soulignons que la CEDEAO est venue s'informer des conséquences de cette fermeture. Ajoutons l'actualité africaine au Mali. Après les attaques meurtrières, le président malien appelle
appelle à l'union sacrée. Après les attaques survenues dans les localités de Bolikessi, Mondoro et plus récemment à Indelimane, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est pour la première fois exprimé à la télévision. Après de nombreuses pertes en vies humaines, le président malien appelle à l'union sacrée autour de l'armée nationale. Dans ces circonstances particulières graves où la stabilité et l'existence de notre pays sont en jeu, notre seule réponse doit être l'union nationale. L'actualité se poursuit du côté de Shanghai. Emmanuel Macron appelle la Chine à s'ouvrir davantage. Alors qu'il inaugurait la foire des importations internationales mardi à Shanghai, aux côtés de son homologue chinois, Emmanuel Macron a appelé Pékin à consolider l'ouverture de son marché aux entreprises étrangères, européennes et françaises en particulier. Preuve que la Chine était un marché à conquérir, essentiel aux yeux du gouvernement français, Emmanuel Macron et Xi Jinping se sont rendus après leur discours au pavillon français de la foire aux importations de Shanghai. Rappelons que c'est une opération de promotion des produits français voulue par les deux chefs d'État. En clôture notre actualité internationale aux États-Unis, les États-Unis officialisent la sortie de l'accord de Paris sur le climat. Le gouvernement américain a notifié lundi à l'ONU sa décision de sortir de l'accord sur le climat, confirmant sa promesse. Soulignons que cet accord vise notamment à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les États-Unis entament le processus de retrait de l'accord de Paris. Conformément aux termes de l'accord, les États-Unis ont soumis une notification formelle de leur retrait aux Nations Unies. Le retrait sera effectif un an après la notification, a déclaré le chef de la diplomatie, Marc Pompeo, dans un communiqué. Le retrait des Américains sera donc effectif le 4 novembre 2020, au lendemain de l'élection présidentielle américaine. En retenant que les États-Unis sont le seul pays à s'être désengagé du texte signé par 197 pays. Merci Maël, merci Fidèle Luther, c'est tout pour cette page internationale. Merci Dibo Tile Ibinga pour ce tour du monde de l'actualité, à la réalisation de cette édition d'information et à sa mise en onde, Axel Kumba, Dibo, Maël Manomba de Mouabi à la présentation sur Radio Nour. N'oubliez pas, l'information c'est à 16h, à 20h, à 23h et à 8h. Merci de nous suivre sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Je vous laisse avec cette pensée de Nelson Mandela. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Bon confort d'écoute sur La Passion du Savoir. Assalamu alaikum.